TVT au cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Ravi de vous retrouver. Voici les titres de ce journal. Mois d'octobre, mois pour réveiller la fibre patriotique de toute la population. Celle-ci est invitée à consommer les produits locaux. Le Togo, comme les autres pays de l'UEMOA, accentue la sensibilisation pour encourager la consommation des produits locaux. Alors, qu'est-ce qui se fait dans la région des Savanes? À suivre dans ce journal. Ce 10 octobre était dédié à la santé mentale. Cette journée permet de sensibiliser le public. L'accent est mis cette année sur l'investissement en faveur de cette anomalie. Dans les rues de Lomé hier, une sensibilisation. L'association Rands for Above a invité les populations à prendre soin de leur santé mentale. Et puis, disparition de certains emplois à l'ère du numérique, de nouveaux réflexes doivent être développés et c'est le sujet abordé par Rikia Madougou dans son nouvel ouvrage « Soigner les certitudes ». Le livre dédicacé à Lomé appelle l'Afrique à l'audace et à l'action. Vous suivrez comment dans une balade littéraire que nous propose Luc Assis en fin d'édition. Mais avant de développer ces titres, ce constat, la route Todman-Zanguera pourra être prête d'ici fin décembre 2020. C'est ce qu'affirme GTAH Conseil, chargé de l'évaluation des travaux. Lancé le 17 juin dernier, les travaux avancent donc très vite. Mais où en est-on aujourd'hui? Les éléments de réponse avec Ekwesala. Assurément et un peu plus rapide que prévu. Les travaux de construction de la route Lomé-Kpalimé évoluent. Sur les 10 premiers kilomètres, soit de Todman à Zanguera, on constate une sérénité dans l'exécution des travaux en seulement 2 mois de démarrage. Et je vois bien que ça avance. Et puis, ce qui est encore intéressant, c'est plus large qu'avant. Oui, entre-temps, il y a eu quelques bousculades au niveau des passages, mais on ne peut que le faire comme ça. Nul ne peut chercher à avoir des omelettes sans casser les œufs. Sinon, ça avance, c'est bien et c'est très bon. L'allure que ce travail prend, si c'est que les autres routes sont comme ça, non, nous n'aurons plus d'autres problèmes. Donc moi, j'encourage Eboumaf de n'a qu'à continuer et le gouvernement aussi. Le travail, ça avance. Oui, ça avance. Parce qu'avant, là, on n'arrivait pas à passer. Dès maintenant, je crois que nous sommes contents de ça. C'est en train de marcher. Et ce n'est pas moi seul. Quand on remarque les passagers, les clients, ils parlent de ça aussi, que vraiment le travail, ça avance, que c'est très bon, ça les intéresse. Moi j'habite à Zanguera, donc de lundi à samedi, je pratique la voie. Donc déjà dès le début, bon, il y a l'amélioration jusqu'au jour d'aujourd'hui. Comme il y a 2 groupes qui sont en train de travailler, les autres la nuit et la journée, donc ce qui fait que le travail avance. Je suis très contente parce que la route était très étroite et maintenant on élargit. Avec ça serait moins dense la circulation le matin pour aller au boulot. C'est la première fois que je vois une route en construction qui est très rapide. Et c'est très bien fait avec les déviations. La route Lomé-Kpalimé est empruntée chaque jour par des milliers d'usagers. L'exécution des travaux n'empiète pas sur la circulation. Eboumaf a prévu des déviations un peu partout. Au fur et à mesure, tout le monde on est en train de se conseiller pour que les gens acceptent les déviations, tout ça là, pour que le travail aussi, ça avance bien. Ce qui nous gêne parce que les déviations ne sont pas aménagées. Il y a des creux et des autres. Donc ce qui nous fatigue à passer sur ces voies-là. Notre doléance c'est les déviations, à ce que les déviations soient aménagées. Là on libère la voie pour eux, ils pourraient travailler comme ils veulent. La construction de la voie évolue. Les travaux connexes également. Des caniveaux et déplacements de réseau sont en partie exécutés. La mission de contrôle GTA Conseil évalue l'avancement physique des travaux à 15% pour un délai de 9% de consommé. Cette prouesse, Eboumaf la doit à sa performance logistique. 4 bases à Atiégou, Adido Gomé et Bagbe avec des centrales
pour produire en permanence les matériaux nécessaires pour le chantier. 24 sur 24, l'entreprise est à pied d'œuvre. Il faut parcourir 10 km après Badja pour être sur les deux sites de la carrière Ebomaf. Ici sont produits le sable et le gravier. Par heure, 300 tonnes de concassés sont produites pour répondre aux besoins sur le terrain. Ebomaf a jusqu'à 3 ans pour livrer les travaux. 3 fois 2 voies de Todman à Zanguera, 2 fois 2 voies de Zanguera à Neupe et 2 fois 1 voie de Neupe à Kpalimé, où une dizaine de routes seront aménagées. Aussi, 3 bassins de retenue d'eau sont-ils en construction à Todman, à Doganto à Didogome et à Segbe. La société met les bouchées doubles pour honorer son engagement. Elle donne jusqu'à fin décembre 2020 pour bitumer la route Todman-Zanguera. Je vous amène à présent dans la région des Savanes. Comme dans les autres régions du pays, les produits locaux sont à l'honneur tout ce mois d'octobre, mois dédié dans l'UEMOA à la consommation des produits locaux. Une délégation du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale a visité certains centres où sont exposés certains produits made in Togo. Visite guidée avec Tchazinambaga. Le centre artisanal l'entendait, l'une des grandes manufactures de pagnes tissés dans la région des Savanes. Ici, environ 80 femmes se relaient pour produire 60 pagnes par semaine pour un chiffre d'affaires de 1 200 000 francs CFA par mois. Nous faisons des nappes, des pagnes, des boubous traditionnels, des jetés de table, des draps de lit, même des cachinets. On souhaiterait qu'on puisse enlever quelques tenues pour nos enfants qui vont à l'école, que ça soit traditionnellement. C'est ce centre de toute une communauté et qui fait la fierté de toute la région des Savanes qui est ici mise en relief pour ce mois de promotion du label togolais. Le préfet de Tonne et son collègue de Tandjouar, guidés par le directeur régional du commerce, de l'industrie et de la consommation locale, sont venus encourager et requinquer ces braves dames dans leur métier. Nous voulons promouvoir ces femmes qui s'évertuent à habiller toute une population. Nous voulons prouver au monde entier qu'il y a aussi une certaine transformation. Effectivement, il émerge de plus en plus dans la région des Savanes des unités de transformation des produits locaux. Les femmes en ont fait leur affaire pour améliorer leurs revenus. Bien conditionnés, la plupart de ces produits sont exposés dans la boutique des femmes rurales à Kunkouaré. Nous tenons à remercier le gouvernement parce que cette initiative, ça nous va droit au cœur. Et grâce à cette initiative, nous avons fait connaître nos produits à nos populations. Cette initiative nous a permis aussi de vendre encore nos produits, la moutarde, le beurre du karité, le piment. L'autre étape phare de cette tournée est la dégustation des mets locaux. Ici, c'est la direction régionale en charge de la consommation locale qui remet au goût du jour l'art culinaire du territoire Moba Gourmand. Ça, c'est fili. On fait ça avec le petit mil et les feuilles d'haricot. Ça, c'est djunjuna. Ça va de l'haricot. Ici aussi, c'est kalma. C'est avec l'haricot. Et ici, on appelle ça timon, le bonjour. Et ça se mange avec l'huile de karité. Les mets que nous avons présentés, ça t'a disparaître. Il faut que les gens sachent qu'on est riche chez nous. On peut manger bien avec des choses naturelles. Nous inviterons les hôtels, bars, restaurants à privilégier les mets traditionnels. Tout ça dans le souci de promouvoir notre identité. L'initiative du mois de promotion du Made in Togo est très appréciée par les populations de la région des Savanes. C'est salutaire. Au lieu qu'on perde encore des devises pour aller exporter des produits étrangers, cela permet à ce que nous valorisons nous-mêmes nos compétences locales. D'autres visites d'unités de production et de transformation agroalimentaire et textile, des communications, des tables rondes ainsi que des émissions radiophoniques sont prévues dans le contexte du mois du consommé local dans la région des Savanes. Une vitrine inédite offerte par le gouvernement au label Made in Togo.
Et justement, tout ce mois d'octobre, ces producteurs et artisans seront à l'honneur. Nestor Mouzou et son équipe, depuis Kara, nous amènent dans ce sens à la découverte d'une coopérative. EDF Agro Oreb est spécialisée dans l'agroalimentaire. Allons donc à sa découverte. Les membres de la coopérative Émancipation Développement économique de la femme EDF Agro Oreb en pleine activité. Cette coopérative intervient dans le secteur de la transformation agricole. Son principal produit, c'est le soja. À partir du soja, elle produit de la farine panifiable, de la farine enrichie, de l'huile, du lait liquide et en poudre, des biscuits, de la viande et du thé, pour ne citer que ses dérivés. La coopérative a commencé ses activités en 2009. Nous avions fait un voyage au Burkina avec mon mari et à Lomé également. C'est de là que nous on a découvert qu'il y a quelque chose, que les femmes s'organisent comme ça pour travailler. Et quand nous sommes revenus, on s'est organisé avec les autres femmes. On s'est retrouvés ensemble, on a fait des idées. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que la femme puisse satisfaire ses besoins dans le foyer. Et ensemble, on a mûri l'idée et on a embrassé cette activité de la transformation des produits agricoles. En dehors du soja, la coopérative EDF Agro Oreb transforme le sorgho en farine panifiable et l'igname en farine et en couscous. Elle s'illustre aussi dans la transformation des épices. Les activités permettent aux membres de subvenir à leurs besoins. Aujourd'hui, on peut dire que ça va mieux. Par le passé, quand on a commencé, c'était très timide. Maintenant, c'est un peu mieux. Les gens commencent à comprendre un peu. Et ils prennent un peu nos produits. Et nous avons d'autres marchés également. Ce ne sont pas des grands marchés, mais quand même, on a le minimum du marché que nous pouvons satisfaire à nos besoins. D'habitude, c'est lors des foires que nous vendons nos produits et nous arrivons à faire des chiffres d'affaires. Mais cette année, ces foires-là nous ont échappé. Donc la foire est pas là, d'habitude, on vend bien et il n'y a pas eu cette foire. La coopérative a bénéficié du soutien du projet d'appui au secteur agricole PASA. Cependant, elle rencontre encore certaines difficultés dues à l'insuffisance du matériel de travail, au manque de visibilité et à la mévente. On a eu la chance d'être accompagné par PASA, les fonds compétitifs qu'on a pu gagner et nous avons eu certains équipements qui nous facilitent la tâche. Aujourd'hui, toutes ces farines que vous voyez, en une seule journée, on peut produire 1000 kilos grâce à ces équipements. Par le passé, c'était un problème. On n'avait pas les moulins, les choses soudeuses avec les quoi on fait. C'était difficile. Mais aujourd'hui, nous avons ces équipements-là qui nous aident également. Mais pas encore fini. On a encore besoin de certains équipements aussi pour pouvoir arriver à un niveau où nous-mêmes on avait désiré. Surtout quand on parle de soja, il faut traiter le soja. Après avoir fini de le traiter, il faut sécher. Nous manquons des séchoirs. Et non seulement ça aussi, il y a la mévente. La mévente, pourquoi la population, c'est-à-dire les consommateurs, n'ont pas encore compris l'importance de consommer nos produits qui viennent de nos terroirs. Donc, c'est difficile que les gens comprennent. Et ceux qui comprennent un peu, ils sont aussi peu nombreux pour pouvoir vraiment acheter nos produits comme il faut. Donc, c'est quelques difficultés que nous avons. À l'endroit du ministère du Commerce, bon, je ne sais pas, les mots me manquent pour dire merci au ministre et tout son personnel et l'importance qu'il accorde à la consommation locale. Vraiment, cette importance-là nous réjouit. Donc, il faut qu'à travers eux, les gens comprennent. Avec les pâtisseries du milieu, la coopérative EDF Agro Oreb a noué un partenariat, ce qui lui permet de leur livrer la farine du soja et du sorgho pour en faire du pain. Elle espère, avec l'initiative du mois du consommé local, passer de l'ombre à la lumière dans la promotion de ces produits, ce qui lui donnera l'occasion de faire d'importants chiffres d'affaires, contribuant ainsi à booster l'économie nationale. Sécurité alimentaire, parlons-en, elle passe justement par la modernisation de l'agriculture.
Vous venez de le voir. Alors, quelle est la place du secteur agricole dans l'économie ouest-africaine? La réponse dans ce dossier que nous présente Antoinette Romain-Voffard. Le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest PPAO, mis en œuvre au Togo, a facilité l'accès des producteurs aux technologies développées ainsi qu'aux semences certifiées et touché environ 42 971 transformateurs et producteurs. Ceci avec au moins 3 521 tonnes de semences certifiées. La production de ces semences certifiées est passée de 1260 tonnes en 2012 à 2400 tonnes en 2019. La modernisation du secteur agricole a permis à l'agriculture togolaise d'améliorer ses rendements, surtout en ce qui concerne les céréales avec un accent sur le maïs, première céréale la plus utilisée au Togo. Depuis sa mise en œuvre, le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, PPAO, a également fourni plus de 1600 géniteurs ovins et caprins de race performante. Des géniteurs qui sont destinés à l'augmentation de la productivité et du cheptel des éleveurs. Elle vise aussi à améliorer le revenu des éleveurs et partant de cela, réduire la pauvreté en milieu rural. C'est un pari gagné pour ce projet qui vient à point nommé apporter des réponses aux différentes préoccupations soulevées dans la composante 4 du PNIASA. Le PPAO a contribué à la réhabilitation des bâtiments et à la fourniture des équipements performants. Il a également permis aux différents instituts et centres de formation agricole d'améliorer leur capacité de prestation de services. Il s'agit entre autres de l'Institut togolais de recherche agronomique ITRA, l'Institut de conseil et d'appui technique ICAT et de l'École supérieure d'agronomie ESA. Il a appuyé 77 cadres agricoles, généré 118 nouvelles technologies et en a diffusé 112. Par ailleurs, 600 écoles des agriculteurs ont été créées à l'intérieur desquelles les paysans se sont appropriés les technologies mises en œuvre dans le cadre du projet. Au Togo, ce programme est lancé en décembre 2011 et est financé à près de 9 milliards de francs CFA par la Banque mondiale et l'État togolais avec un fonds additionnel estimé à environ 6,7 milliards de francs CFA. Grâce aux actions du PPAO sur le terrain, 9 agriculteurs togolais sur 10 ont été touchés par les technologies diffusées. Aussi, l'accès au matériel génétique amélioré et le développement du système semencier viable ont été rendus faciles et accessibles. 613 610 bénéficiaires ont été touchés par le projet, dont 250 199 femmes. Aujourd'hui, 87% des producteurs ont connaissance des technologies diffusées par le PPAO Togo et 365 000 hectares de superficie sont couvertes par les nouvelles technologies, soit un taux d'exécution estimé à 95% au 31 décembre 2019. Économie encore, la Banque ouest-africaine de développement BOAD mobilise des fonds pour ses pays membres. Des fonds pour le quinquennat 2020-2025. Alors, quels sont les secteurs qui en bénéficieront? Des précisions avec Yelik Agbanyadao. La Banque ouest-africaine de développement BOAD va mobiliser auprès des bailleurs de fonds 350 millions d'euros, soit près de 230 milliards de francs CFA dans le cadre de son plan stratégique pour le quinquennat 2021-2025. Ce concours de Société Générale et JP Morgan, deux géants privés, a été garanti par l'Agence multilatérale de garantie des investissements fiscaux de la Banque mondiale. Selon la présidence de la BOAD, ces fonds seront affectés au secteur public et privé de l'UEMOA. Dans le détail, un peu plus de 131 milliards 200 millions d'euros seront affectés au secteur privé, dont la moitié, sont 5,6 milliards de francs CFA, ira au refinancement des prêts concessionnels accordés par la Banque sous-régionale aux États. La seconde moitié, selon la BOAD, sera affectée au financement de nouveaux projets.
98 milliards de francs CFA, soit 150 millions d'euros, seront destinés au secteur privé, c'est-à-dire au secteur économique des différents pays membres et bénéficiaires, notamment aux PME via les lignes de refinancement accordées aux banques commerciales et dans les opérations de court et moyen terme. Dans la même optique de mobilisation de fonds, la BOAD a visé l'OPEP, Organisation des pays exportateurs de pétrole, pour 50 millions d'euros. Selon la présidence de la BOAD, cette facilité venant de l'OPEP permettra de financer son pipeline de projets dans le secteur des opérations à court terme et aussi des lignes de refinancement de la compagnie agricole. Ce vital financement des 98 milliards de francs CFA sera à coup sûr une bouffée d'oxygène pour les opérateurs économiques frappés de plein fouet par la crise du Covid-19. Le présent financement représente 43% d'un concours financier total des 350 millions d'euros de la Société Générale et JP Morgan en faveur de la Banque ouest-africaine de développement BOAD. Et si vous résidez à Atapamé, vous avez sans doute remarqué la présence depuis quelques jours des forces anti-pandémie à l'entrée du CHR de la localité. La cause, le relâchement des mesures barrières contre le Covid-19 un peu partout dans la ville, ce qui a poussé l'administration sanitaire à renforcer le dispositif. Alors, où en est-on aujourd'hui avec l'application des mesures barrières? Les éléments de réponse avec Sylvain Aboudou. Nul ne peut franchir désormais cette barrière du centre hospitalier régional d'Atapamé sans port de masque ni lavage systématique des mains qui, entre-temps, sont banalisés par certains usagers. À la devanture, des forces spéciales anti-pandémie qui contrôlent et veillent au grain pour que ces mesures soient respectées à la lettre. Ce déploiement des forces au sein de ces structures à haute fréquentation est la cause du relâchement de plusieurs usagers qui refusent de se conformer aux dispositions prises pour faire barrage à cette pandémie. Certaines personnes ne veulent pas respecter ces mesures que nous avons mises en place et vont jusqu'à échanger des mots avec le personnel, avec les vigiles, les gardiens que nous avons mis à l'entrée de l'hôpital. Et donc toutes ces raisons nous ont poussé à s'approcher du commandant régional de la FOSAP, région des Plateaux, pour solliciter l'appui de la FOSAP pour nous aider à faire respecter toutes ces mesures par tout le monde de manière à ce que cette prévention au sein de l'hôpital puisse être de règle. Et depuis qu'elle est là, j'avoue, tout se passe bien. C'est le cas par exemple de cet homme à l'entrée de cet hôpital. Les forces spéciales anti-pandémie lui ont demandé de laver les mains, ce qu'il a refusé et a préféré faire demi-tour. Une situation que certains usagers trouvent irresponsable. Certains ne veulent même pas se faire laver les mains avant de rentrer dans un hôpital. Ce n'est pas normal. Mais maintenant, avec la présence des militaires, je pense qu'il y a certains qui s'y mettent. Ils respectent. Oui. Ils ne peuvent pas rentrer devant la sécurité sans cacher, ni laver les mains. Tu ne laves pas, tu ne rentres pas. Et ça, c'est bien. Si quelqu'un veut rentrer, il n'a pas le cache-nez, s'il n'avait pas la sécurité, il va rentrer. Il ne va pas respecter ceux qui sont à l'hôpital ici. Il va rentrer comme ça. Mais avec la présence de la force de sécurité, c'est très bien. Il ne peut pas rentrer. Ce relâchement s'observe partout, dans les marchés, tout comme dans certains lieux publics. Les forces spéciales anti-pandémie doivent donc jouer leur partition tout en mettant leur expertise pour que ces mesures qui permettent de freiner la propagation de la pandémie soient observées par chaque citoyen afin de lutter efficacement contre cet ennemi invisible qui aujourd'hui porte le nombre de cas actifs à plus de 400 au Togo. Et au moment où le gouvernement s'apprête pour la reprise des cours la rentrée prochaine, des stratégies doivent être mises en place pour que ces mesures soient bien observées dans les établissements, histoire de limiter la propagation au Covid-19. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 11 octobre 2020. La situation de la pandémie au Covid-19 au Togo
se présente comme su. Nombre de cas confirmés 1940, 5 nouveaux cas depuis hier. Nombre de personnes guéries 1457, 13 nouveaux guéris. Nombre de cas actifs 434 et 49 décès. C'est un communiqué du professeur Moustapha Midiyawa, ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins. L'ancien ministre Messan Kossi Ewovor a été inhumé ce week-end. Il repose désormais au cimetière de Danyi à Peyémé, son village natal. Il est passé de vie à Tripa le 29 août dernier à l'âge de 62 ans. Isaka Aruna a assisté à ses obsèques. Reportage présenté par Sandra Aziagbe. C'est ici que repose désormais le regretté Kossi Messan Ewovor. Décédé le 29 août dernier à la suite d'une courte maladie, il est inhumé ce samedi 10 octobre 2020 à Danyi à Peyémé, son village d'origine. La veille, l'émotion était grande dans le village à l'arrivée de la dépouille mortelle. On a pleuré un digne fils, un serviteur qui s'est toujours mis au service du développement de la localité. À la paroisse évangélique de la localité, un hommage mérité lui a été rendu à la messe veillée et au culte d'enterrement par les autorités politiques traditionnelles, amis, parents et connaissances. S'inspirant de l'apôtre Paul, le célébrant pasteur Sena Aticho a invité les fidèles à toujours se souvenir du dernier jour. Ce souvenir qui devrait amener chacun à mener le bon combat dans la foi. Quand il y a un commencement, nous devons savoir qu'il y aura une fin. Oui, nous naissons, nous grandissons, nous faisons ce que Dieu nous demande de faire dans la vie. Et après tout, nous retournons. Chers frères, le message est simple. Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. Et j'ai gardé la foi surtout. Et je sais que le Seigneur, le juste juge, me donnera ma couronne. Chers frères, le message délivré est de vous inviter à combattre comme vous voulez. Mais n'oubliez pas de garder la foi. Tout est dit sur la personne de Paulin. Ce noble combat, on le reconnaît à feu Kossi Messan Ewovor. À la nouvelle société cotonnière du Togo, où il était président du conseil d'administration, à son décès, on regrette un mentor, un travailleur. Je garde le souvenir d'un grand homme très laborieux, très méticuleux, qui a su insuffler une grande dynamique, non seulement à la filière cotonnière, mais aussi à toute l'agriculture de notre pays. Et personnellement, nous-mêmes nous engageons à faire en sorte que tout le chantier qu'il a ouvert dans la perspective d'accompagnement de cette nouvelle dynamique puisse se poursuivre. Militant convaincu, c'est un fervent fidèle et un rassembleur que son parti Unir pleure aujourd'hui. Avant son décès, Kossi Messan Ewovor a occupé plusieurs charges, notamment ministre de l'Agriculture et de la Pêche, député à l'Assemblée nationale, conseiller à la présidence de la République et président du conseil d'administration de la nouvelle société cotonnière du Togo. Soigner les certitudes. C'est l'ouvrage de Rekia Madougou pour sortir l'Afrique de l'assistanat. Elle invite le continent africain à investir dans les secteurs porteurs, surtout l'agriculture et l'entrepreneuriat. La seule solution pour impacter les économies. Relations entre États et citoyens, autonomisation de la femme, inclusion financière, immigration sont entre autres thèmes abordés. L'ouvrage a été dédicacé à Lomé après Cotonou. Louis Cassi nous en parle. C'est une nouvelle épopée pour Rekia Madougou. Soigner les certitudes. Une troisième œuvre de l'auteur qui vient confirmer sa passion pour la littérature. Par une plume généreuse, elle affiche son engagement pour une gouvernance centrée sur l'homme. Lutte contre la pauvreté et la précarité, développement inclusif, transformation structurelle de l'agriculture,
promotion de l'entrepreneuriat, l'intelligence politique et la justice sociale. Tous les sujets de l'heure sont mis en relief dans cet ouvrage écrit sur un ton percutant. L'auteur livre manifestement à la jeunesse et également aux décideurs africains les paramètres saillants des défis auxquels ils seront confrontés, s'ils ne le sont déjà, dans un avenir proche. Soigner les certitudes, c'est l'intitulé de l'opuscule, avec un sous-titre révélateur, dialectique d'inclusion et du minimum humain en Afrique. Soigner les certitudes, c'est un prologue, un épilogue qui respectivement vont planter le décor et le lever, décor d'une conversation transdisciplinaire, vous le verrez, riche de réflexions et de données empiriques dans des domaines particulièrement pointus. Technocrate et politique, Rekia Madougou laisse transparaître son amour pour l'Afrique à travers une complicité questionneuse de Stephens Akplogan. Elle s'insurge contre les faux clichés et évidences construits autour du continent noir. Pour l'auteur, il est nécessaire d'écurer les mentalités car, selon elle, l'Afrique n'est pas ce qu'on veut faire croire qu'elle est. C'est un titre qui tacle les préjugés. C'est un titre qui s'attaque parfois à des idées erronées que des gens s'amusent à développer contre notre continent et parfois même contre nos pays. Ce qui est important et ce qui compte, c'est vraiment de bâtir des nations justes et prospères où la croissance est inclusive, c'est-à-dire équitablement partagée. Comment pouvons-nous aujourd'hui espérer, par exemple, des emplois pour la jeunesse, pour les femmes? Comment pouvons-nous espérer des fruits et des revenus de croissance si en amont, on n'avait pas été intégré à la production de cette croissance? Et c'est tout cela que j'explique à travers l'approche de développement inclusif, c'est-à-dire ce développement qui, à la base, ne laisse personne en rade. Une place de choix est réservée à l'économie dans ce livre. Dans un esprit analytique, l'inclusion financière a été décortiquée. C'est à juste titre qu'un panel a été animé sur l'apport des finances dans la promotion de l'entrepreneuriat. Les analyses et propositions ont permis au gouvernement de tirer des éléments pour la mise en œuvre de l'axe 1 de sa politique générale. Cette politique générale qui est structurée en 3 points, naturellement, a pour premier point l'inclusion et l'harmonie sociale. On ne peut pas faire mieux que d'être au cœur de l'ouvrage qui nous rassemble aujourd'hui, encore une fois. C'est-à-dire que le sujet dont nous avons débattu jusqu'à maintenant est un sujet d'actualité. Un sujet éminemment d'actualité qui concerne nos populations, autant que nos techniciens, nos banquiers, nos entrepreneurs et nos professeurs d'université. Mais une certitude majeure que je retiens de l'exercice de cet après-midi, c'est que l'ouvrage et son auteur nous poussent à valoriser les droits économiques, sociaux et culturels. À travers ces 6 questions, Rekia Madougou conseille, reformule, explique, enseigne, dénonce et surtout propose. Avec une préface bien fournie du président Macky Sall, soigner les certitudes, mais l'humain au cœur du développement, en fait le point de départ et sa finalité. Et ainsi s'achève cette randonnée de l'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous à 22h30 pour l'édition de nuit. À bientôt.